Invention géniale, mais qui n'a rien d'une nouveauté, puisqu'il existe déjà depuis les années 1950. Émilie et moi, on vous propose un petit voyage dans le temps. En ce temps-là, des véhicules appelés gyrobus roulaient en Suisse et en Autriche. Leur force motrice? Un volant d'inertie d'1 tonne. Une fois les bus lancés, l'énergie du volant d'inertie leur assurait plusieurs kilomètres d'autonomie. À chaque arrêt, des perches électriques permettaient de recharger le volant d'inertie et de le faire tourner. L'Allemagne a elle aussi connu des autobus à volant d'inertie, à Munich et à Brême. Mais aujourd'hui, ils sont au musée. Pourtant, dans les transports en commun, cette technique aurait toujours sa raison d'être. Avec une caméra infrarouge, on voit bien comment l'énergie de freinage se transforme en chaleur pour s'évaporer purement et simplement. Des températures dépassant les 100 degrés ne sont pas rares. Quel gaspillage! À Zwickau, en Allemagne, on a décidé de tirer profit de cette énergie perdue. Certains trams ont été équipés de volants d'inertie. Habituellement, lors du freinage, les moteurs électriques des rames produisent de l'énergie qu'ils redirigent vers le réseau via les caténaires. Avec un volant d'inertie, une plus grande partie de l'énergie de freinage peut être récupérée. Le système peut ainsi produire 200 000 kWh par an. Par rapport aux montagnes russes et aux gyrobus, la technique utilisée à Zwickau présente un avantage considérable. Les volants d'inertie sont beaucoup plus légers. Ils font tout juste 165 kg. Leur secret, ils ne sont pas en acier, mais en fibre de carbone. Enduits de résine époxy, ils sont enroulés en anneaux et compressés. Ce qui donne des volants d'inertie plus légers, plus rapides et plus efficaces que les modèles à disque d'acier. Retrouvons Émilie, Adrian et Thilo Engelmann, concepteurs de volants d'inertie. Lui aussi a adopté la fibre de carbone. Pourquoi la fibre de carbone plutôt que l'acier? Je vous en ai apporté un rouleau. C'est très léger, 3 fois plus résistant à la traction que l'acier et c'est 4 fois moins lourd. Et comme c'est plus léger, on peut le faire tourner plus vite. Absolument. Je l'ai cassé. Et oui, ça ne résiste que dans un sens. 2 facteurs doivent être pris en compte. On le voit avec le volant ou la toupie. Il y a la vitesse et la masse. Mais ce qui compte surtout, c'est la vitesse. Si je multiplie par 2 le poids de ce volant d'inertie, il va pouvoir stocker 2 fois plus d'énergie. Mais si je le fais tourner 2 fois plus vite, il pourra en stocker 4 fois plus. Ce qui compte, c'est donc la vitesse. Là, on insère un rotor dans son logement. Tu as vu, Émilie? La paroi du rotor fait au moins 2 cm d'épaisseur. Tout à fait. Et combien il pèse? Un rotor pèse dans les 60 kg. On peut en voir un d'un peu plus près? Volontiers. Nous en avons un prévu pour ça. Ah, ça devient comme ça? Et ça va à quelle vitesse normalement? À plein chargement, quand le rotor est à sa vitesse maximum, on atteint environ 3000 km/h. C'est à peu près 3 fois plus vite qu'un avion de tourisme et plus de 2 fois la vitesse du son. Et ça, qu'est-ce que c'est? Avec tous ces tuyaux, on dirait le cœur de la machine. C'est bien vu. C'est l'enceinte du moteur. Le moteur est installé à l'avant. Le voici. Il fait aussi office de générateur.
Et ça, c'est le palier magnétique actif, des aimants qu'on dispose à l'arrière du moteur. C'est un peu abstrait là. Comment ça marche, tout ça? Une des particularités, c'est le couplage moteur-générateur. Le moteur électrique fait tourner le rotor à très grande vitesse et il peut aussi y puiser de l'énergie. Donc cette partie du moteur se trouve ici, à l'avant, c'est ça? Non, à l'intérieur. Là-dedans? Exactement. Et le rotor vient par là? Oui, c'est ça. Il est placé juste au-dessus. D'accord, donc on a les aimants, le moteur, le rotor, le tout dans une enceinte en métal. C'est cela, oui. Je crois que je vais en monter un chez moi. Je commence à comprendre. Et le problème du frottement qu'on évoquait tout à l'heure, vous l'avez résolu? Oui, avec les paliers magnétiques qui maintiennent le rotor en lévitation. Il n'y a plus ni frottement ni contact. Sans palier magnétique, ça ne marche pas. C'est bien cela. Une fois qu'on a donné une impulsion à ce jouet, il peut tourner pendant 10 minutes. Et ce, grâce à un aimant qui maintient le volant d'inertie en suspens. Un principe applicable aussi à de plus grands volants. Dans la ville de Torgau, en Saxe, une entreprise a mis au point ce prototype. D'un poids de 600 kg, il tourne sans contact grâce à un système d'aimant. Frank Werfel, qui est physicien, nous explique le principe sur une construction similaire. Les forces magnétiques sont si élevées qu'elles supportent facilement mon poids. Ça fonctionne pratiquement sans frottement. Cela montre bien que nous autres humains, qui faisons quand même notre poids, nous pouvons l'éviter. Et ce, dans un sens comme dans l'autre. C'est d'ailleurs le gros avantage des paliers magnétiques. Ils n'ont pas de direction attitrée et peuvent tourner dans les deux sens. L'entreprise produit également des supraconducteurs. Refroidis à très basse température, ces matériaux permettent de transporter le courant électrique pratiquement sans déperdition et expulsent le champ magnétique. Un aimant peut ainsi flotter sans frottement au-dessus du supraconducteur. Une particularité qui peut être utilisée avec les volants d'inertie. Nous sommes aujourd'hui à même de construire des systèmes de stockage à volant d'inertie dont la déperdition d'énergie est de l'ordre de 5% par jour à peine. Ils sont donc tout indiqués pour stocker selon un cycle jour-nuit. Ils fournissent l'énergie très rapidement et n'attendent plus qu'une application. Ils sont très compacts, robustes et nous connaissons exactement leur capacité. Ces accumulateurs pourront être couplés à des câbles électriques supraconducteurs. Bientôt, grâce à ces câbles, nous pourrons sans doute transporter l'énergie électrique depuis les parcs éoliens en mer du Nord jusqu'en Bavière, sans aucune déperdition. C'est une véritable révolution qui se prépare dans l'électrotechnique. Voilà. Nous voici à l'intérieur du conteneur. Ce que vous voyez là, ce sont 28 accumulateurs à volant d'inertie. Un conteneur comme celui-ci fournit un total de 600 kW, un peu plus qu'un demi-mégawatt. C'est beaucoup, j'imagine. Oui, ça fait beaucoup d'énergie. Et elle vient d'où, l'énergie que vous stockez ici? Du réseau. En cas de besoin, cet accumulateur permet de pomper très vite de l'énergie sur le réseau. Et inversement, s'il faut rapidement ajouter de l'énergie au réseau, cet accumulateur peut en fournir très vite. Et pourquoi faut-il réguler le réseau électrique de cette manière?
Le réseau électrique est en équilibre instable. Il faut veiller à tout instant à ce que la production et la consommation s'équilibrent. Or, cela change tout le temps. Si vous mettez une machine à laver en marche, cela fait monter un peu la consommation. Par contre, si une éolienne se met à tourner plus vite, c'est la production qui augmente. On est constamment à la recherche de l'équilibre. Et c'est là que ce genre d'accumulateur entre en jeu. Et sans cette technologie, comment on fait? Ce sont les centrales qui s'en chargent. Si l'on a besoin de plus de rendement, elles peuvent tourner à des puissances élevées et produire un peu plus. Et s'il y a trop d'énergie sur le réseau, il faut vite la retirer. On décélère alors un peu. Le problème avec ces centrales, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Même les jours où nous aurions suffisamment d'énergie éolienne ou solaire, les centrales doivent quand même continuer à tourner, même si l'on n'a pas besoin d'énergie, uniquement pour maintenir l'équilibre sur le réseau. Mais justement, les centrales ont parfois du mal à limiter leur production. L'excès d'électricité sur le réseau est donc récurrent. Qu'est-ce qu'on en fait? L'excédent est vendu, à perte dans le pire des cas. Il arrive que les acheteurs encaissent même de l'argent en plus. Et comme on ne peut plus le stocker en Allemagne, il est souvent exporté. En clair, la mise en place des énergies renouvelables dépend surtout de notre capacité à stocker du courant. À un moment, ce sera inévitable. Au cours de cette émission, nous avons vu plusieurs applications possibles du volant d'inertie. En voici une dernière, et vous allez voir, ça décoiffe. À plein régime sur le Nürburgring, ici comme ailleurs, ce véhicule hybride a plusieurs victoires à son actif. Son secret, sur l'essieu avant, des moteurs électriques sont alimentés par un volant d'inertie. À chaque fois que le véhicule freine, cela fait tourner le volant d'inertie jusqu'à 40 000 tours par minute, soit 200 chevaux supplémentaires pour le bolide. En appuyant sur un bouton, le pilote peut libérer cette énergie et booster les performances du véhicule pendant quelques secondes. L'énergie récupérée lors du freinage est stockée dans le volant d'inertie. Hartmut Christen, du département recherche et développement de cette écurie, nous explique. Nous utilisons cette énergie pour améliorer l'accélération. Nous n'augmentons pas la vitesse maximale. Nous avons constaté que ce n'était pas la bonne technique. C'est aussi un moyen de soulager un moteur conventionnel de façon ponctuelle, ce qui ferait baisser la consommation d'essence. Je dirais que l'idée centrale, c'est de trouver la combinaison la plus utile au conducteur qui l'utilisera à sa convenance. Et c'est précisément ce dont nous voudrions faire profiter les véhicules de tourisme ordinaires. L'idée n'est pas de rouler pied au plancher, mais d'optimiser sa consommation. Le SREC, système de récupération de l'énergie cinétique, a été utilisé en Formule 1 jusqu'en 2013. Il existe deux variantes, l'une utilisant une batterie, l'autre un volant d'inertie.